Ok. Ah, Comment on ça dit y est. bonjour? Ok, on dit... Salut les oives. Non, c'est les croxinettes vraiment. Ah oui, je suis conne. Bonjour les croxinettes. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre premier podcast. Salut. Aujourd'hui, donc, on va faire l'introduction de notre podcast, Les Cro-Passions comédiennes, où on va aborder des thématiques autour du jeu, de l'art de jouer, la comédie, la tragédie, tout ce que vous voulez. Enfin, donc nous, surtout l'acting, mais aussi comment le jeu vient s'inviter dans la vie, donc aussi de manière plus large. Voilà. En gros, des problématiques de vie liées au jeu, liées à ce métier qui est comédien, comédienne. Et comment aussi ce métier est plus vaste aussi qu'on peut le penser. Voilà. Après, évidemment, petit disclaimer, Jeanne et moi, on commence dans ce métier. On commence tout juste à essayer de se professionnaliser. Comme il dirait à France Travail, on est en voie de professionnalisation. Donc, on donne notre max. Donc, évidemment, on n'a pas des années dans le milieu d'expérience. On commence tout juste, mais on a quand même envie d'en parler. Ouais, parce que ça rythme nos vies et vu que c'est présent dans notre vie tout le temps, Donc voilà, on va parler de choses qu'on connaît. On ne parlera pas forcément de choses qu'on ne connaît pas sur ce métier, parce que tout simplement, on n'a pas l'expérience. On ne va pas prétendre avoir 20 ans de scène derrière nous, alors que ce n'est pas le cas. Exactement. Mais voilà, si vous suivez nos podcasts, vous suivrez les aventures de deux jeunes comédiennes qui tentent voie de professionnalisation. qui tentent de se faire une place dans ce milieu, et on aura l'occasion aussi d'inviter des amis, artistes également, qui sont globalement tous à peu près dans la même situation que nous, ou alors certains qui ont déjà plus d'expérience, qu'on invitera pour discuter et aborder des thématiques autour du jeu. Ou des proches qui nous suivent en tant que comédienne et voir ce que ça donne aussi de leur côté, des gens qui font pas du tout ça dans la vie, comment ils voient ce métier, comment ils ont peut-être des a priori aussi sur ce métier ou des rêves un peu liés au métier qui sont vrais ou non. Exactement. Donc pour aujourd'hui, pour commencer, ce sera vraiment un podcast d'introduction, de présentation sur nous deux, qui on est, notre duo, comment on s'est rencontrés, comment on est arrivé à faire du théâtre, et un peu ce qu'on espère pour la suite. Yes. Donc voilà. Eve va peut-être se présenter. Donc, bonjour, je m'appelle Eve Leclerc. Elle redit bonjour. Non, je l'ai fait en mode self-tape, tu sais, enfin Okay. en mode vidéo de présentation, parce que souvent pour des castings, on nous demande de faire des vidéos de présentation, on est toujours là à dire bonjour, je m'appelle Eve, je suis comédienne, j'ai 22 ans, j'habite à Paris. Comment t'as commencé? C'était quoi tes premiers pas dans ce milieu un peu genre est-ce que t'as fait du théâtre quand t'étais plus petite? Est-ce que t'en as jamais fait? Comment t'es arrivée à faire ce que tu fais là maintenant? Yes, en fait, je pense que ça a toujours été un truc qui était là dans ma vie, ça a toujours fait partie plus ou moins de comment je m'imaginais plus tard. Quand j'étais petite, j'avais genre 5 ans, je disais à ma mère, maman, plus tard je vais être une star. Bon, au début, je lui avais aussi dit que je voulais être une aventurière, elle m'avait dit que c'était pas un métier, donc je lui ai dit que je voulais être une star, elle était toujours dubitative, la pauvre. Tu m'étonnes. Et non, moi, comment ça a commencé? En fait, quand j'étais en primaire, moi, je prenais un malin plaisir à faire de la poésie. C'était vraiment mon truc préféré à l'école. Et en fait, un jour, une de mes maîtresses a dit à ma mère, il faut vraiment que votre fille fasse du théâtre. Et elle faisait des petites pièces, des fois, dans l'école primaire. Donc, elle me donnait des rôles et je découvrais que j'aimais bien ça, mais c'était pas non plus encore un projet. Et on a déménagé. Et à la rentrée de septembre, ma mère me montre un petit papier qu'on avait reçu dans la boîte aux lettres d'une association qui proposait des cours, dont des cours de théâtre d'improvisation. Et ma mère m'a demandé si je voulais m'inscrire. Je lui ai dit oui, pourquoi pas. Donc elle m'a inscrite à ces cours et j'ai commencé et j'ai vraiment adoré. Je pense que j'ai découvert un endroit où je pouvais enfin exprimer ma folie que je pouvais pas forcément exprimer au quotidien. J'avais pas mal de mal à m'intégrer avec les autres enfants des fois, parce que
j'en pleurais sous mon bureau. J'en pleurais sous mon bureau du fait que j'avais beaucoup d'imagination et j'avais l'impression que les gens autour de moi ressentaient pas forcément ces choses-là. Enfin, moi, je m'imaginais tout le temps des mondes parallèles, des histoires en permanence, et c'est vraiment l'imaginaire qui me tenait en fait dans ma vie. C'est ce que j'aimais le plus. J'adorais lire à l'époque parce que je regardais pas encore de séries, mais quand j'ai découvert ça, ça a été la folie aussi. Et en fait, je pense que ce qui m'a vraiment plu dans le théâtre, c'est que j'ai un réel besoin d'histoire. J'ai un besoin de vivre dans des histoires et de vivre des histoires. Et donc, du coup, j'ai continué. Après ça, j'ai été au conservatoire de Marc-en-Barœul, ma ville, où j'avais genre 11 ans. Et puis, j'ai fait du théâtre au collège aussi. Et puis, je me suis plus arrêtée. J'ai fait aussi le conservatoire de Lille quand j'avais 16 ans. Et on faisait plein de petits spectacles où j'ai découvert du théâtre classique, du théâtre contemporain. J'ai découvert de la poésie en plus. On faisait plein de choses. Après, on n'allait pas forcément très en profondeur dans le jeu. Mais je voyais vraiment ça comme un endroit où je pouvais m'amuser. Je travaillais pas énormément. C'était vraiment juste pour le fun et puis pour l'aventure collective. Parce que j'ai découvert ce que c'était les amis qui font du théâtre aussi. Et c'est quand même quelque chose. Et puis après le lycée, moi je voulais faire les écoles nationales. Donc quand j'avais 16 ans, pendant la terminale, j'ai tenté les concours. Donc pour ceux qui ne savent pas, en France, il y a 13 écoles nationales qui sont les seules à décerner le diplôme du comédien qui est reconnu, comédienne qui est reconnu par l'État. Ces écoles, on y rentre sur concours, généralement en 3 étapes. Donc on a une première épreuve, et puis si on est retenu, on passe la 2e épreuve, et si on est retenu, on passe la 3e épreuve, qui est dans la plupart des cas un stage. Donc on prépare des scènes ou des monologues et aussi des formes libres où on peut exprimer un peu plus notre art à travers la musique, le chant, la danse. Où personne doit apprendre mieux à te connaître, plus ta personnalité. Oui, exactement. Toi, quoi. Parce qu'en fait, ils cherchent des personnalités, ils cherchent des gens. C'est des concours qui sont extrêmement durs à avoir. Hein. Il y a 1%, voire 2% de taux d'entrée. Toutes les écoles ne sont pas en concours chaque année, parce que certaines écoles, par exemple l'école du Nord, le concours c'est tous les 3 ans. Donc c'est vraiment très difficile. Après, il y a d'autres formations qui sont possibles, comme celle du coup qu'on a faite après avec Jeanne, qui sont les écoles privées. Il y en a beaucoup à Paris. Et après, il y a aussi les conservatoires, un rayonnement régional qui souvent propose soit des cycles, donc le 1er cycle, le 2e cycle, le 3e cycle. En passant chaque cycle, on augmente les heures de théâtre. Et puis après, il y a aussi des classes préparatoires justement au concours, qui là sont des formations plus intenses, en général sur 2 ans dans les conservatoires régionaux. Donc voilà. Et donc après le lycée, évidemment, je n'ai pas eu ces écoles parce que je pensais que tout m'était dû à cet âge-là et que j'étais une grande star et que j'allais percer immédiatement. C'est faux, j'ai pas assez travaillé, donc évidemment, je n'ai pas eu mes concours. Ça a été une expérience un peu traumatisante parce que j'étais pas habituée à l'échec. J'ai jamais eu de problème dans ma scolarité, donc je savais pas ce que c'était de ne pas réussir quelque chose. Enfin, la vie est plutôt clémente avec moi, donc j'ai globalement eu un parcours assez simple. Et donc, ça m'a mis un peu un coup. Et j'ai pas fait de théâtre pendant 1 an. J'ai commencé la fac à la Sorbonne à Paris, en licence d'anglais. Et j'avais envie de me taper la tête contre les murs. Je me suis dit, je vais devenir diplomate. Je voulais passer en double cursus, en faisant plus d'histoire. Enfin, je comprenais pas ce qui m'arrivait parce que j'étais pas à ma place, j'étais pas sur mon chemin. Et puis le Covid était arrivé, donc ça a été encore pire parce que j'étais seule chez mes parents, j'avais même pas de suivi avec la fac, donc je m'ennuyais énormément, je remettais toute ma vie en question. Quand ça a été le déconfinement, je suis rentrée à Paris et j'ai une de mes amies avec qui j'avais fait du théâtre quand j'étais petite qui venait dormir chez moi parce qu'elle passait des auditions pour des écoles privées de théâtre et elle me parle de cette école, les cours Perron-Lacroix, et elle me dit « mais tu devrais passer l'audition quoi, pour le cursus pro, c'est juste 12 heures par semaine, tu pourrais continuer ta formation à la fac à côté. » Donc j'en parle à mes parents, ils sont d'accord, et je passe l'audition, et j'adore, et je rentre dans l'école. Et après ça, 3 ans de formation, j'ai encore continué à passer les concours. L'année dernière, j'ai passé les concours, je suis arrivée à la dernière étape de l'école du Nord, j'ai pas été reçue. Donc maintenant, on essaye de travailler, donc c'est un peu là le point...
Le point où j'en suis Culminant. actuellement. Et donc, en passant ce concours, cette audition pour les cours Perron-Lacroix, c'est là que je rencontre Jeanne pour la première fois. Wow. Et toi, Jeanne, comment tu arrives à aujourd'hui dans ton aventure de théâtre? Eh bien, il s'avère que même avant de se connaître, on était quand même reliés, puisque la première chose que je dis à mes parents, c'est « je vais être une star ou une princesse ». Donc, pour des raisons évidentes, mes parents me disent « on n'a pas forcément les contacts pour que tu deviennes une princesse, ma belle, mais une star, grand bien te fasse ». Et de là, en découle un parcours où je suis très... comment on dit ? Très... Comment on dit ça ? Attendez, je réfléchis, mon cerveau va pas plus vite que mes paroles. Dispersée. Très dispersée. Et du coup, je veux faire tous les métiers en même temps. Je pense qu'être professeur de ski pour les débutants, c'est très cool puisque c'est pour les débutants. Donc, j'ai pas besoin de savoir faire de ski. Je vais être professeur pour les gens en maternelle puisqu'il ne faut pas trop de diplôme, il faut juste savoir lire. Dans mes pensées à ce moment-là. Donc, je veux faire tous les trucs avec très peu d'ambition. Ouais, je pense que tu oublies quand même une anecdote vachement marrante sur ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune. Je voulais, donc, à ce moment-là, ma mère commençait à me dire vraiment, ok, là, tu pars en roue libre, ma belle, donc, je t'achète des livres. Donc, elle m'achète des livres genre Géo-Ado, dans lequel il y a des métiers qui sont expliqués, et tout ça. Donc, je me dis, ok, bon, bah voilà, j'ai trouvé un métier. Le premier métier que je vois à ce moment-là dans le Géo-Ado, c'est sculpteur de fromage. Je peux crever pour cette anecdote. Je me dis, oh, mais ouais, mais c'est super, c'est très niche. Moi, ce que je me dis, c'est qu'à cet âge-là, tu te dis « Ah, mais sculptrice de fromage, c'est une super idée !» Mais à ce moment-là, du coup, je dis à mes parents, bon, bah, grande nouvelle, vraiment convocation. J'aimerais être sculptrice de fromage. Mes parents, pour des raisons évidentes, se décomposent, mais me le font pas ressentir. Et ma mère le raconte à tous ses collègues le lendemain en mode, bon, bah, je sais pas comment on va faire. Je pense qu'ils se posent toujours cette question, hein, comment on va faire de ces deux gueuses-là. Je te jure, mais là, et ma mère raconte ça à tous ses collègues, et ses collègues n'osent pas forcément rire, enfin, rient forcément parce que c'est quand même loufoque, mais ils sont là en mode, ça va aller. Et du coup, ma mère se met à trimer encore plus parce que elle se dit, waouh, ok, on est dans la merde de ouf. Mais bon, bref, à ce moment-là, en parallèle, j'étais à peu près en 4e, dyslexique comme pas possible. Je m'entends très bien avec ma prof de français qui me donne des cours particuliers à côté et me dit, bon bah Jeanne, trop cool, mais là, c'est pas ouf. Donc, fais quelque chose à côté qui va pouvoir te redonner le sourire et faire... Parce que j'ai toujours le sourire, j'ai toujours un gros mojo à fond. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours le smile, je suis très positive, il n'y a rien. Mais elle me dit, bon, bah là, les cours, pas ouf, donc fais quelque chose à côté. Fais quelque chose à côté. Elle me propose du théâtre, il y a une classe de théâtre qui va ouvrir la première année, etc. Je me dis, bon, bah allez, go, je vais faire du théâtre. Mais j'étais pas forcément très enchantée à ce moment-là. Je me suis dit, bon, bah c'est quand même un bon endroit pour commencer à devenir une star, mais bon voilà, je lis la pièce avec eux et ils me donnent le rôle, instantanément, ils me donnent le rôle de nain grincheux et d'un des 3 petits cochons. Je me dis, bon, c'est pour... Ça te va à merveille. Je me dis, c'est pour m'exterminer qu'ils me font ça. Je découvre un potentiel comique quand même assez fort à ce moment-là, puisque dès que j'ouvre la bouche pour dire juste non, tel le nain grincheux, tout le monde est mort de rire. Je me dis, ok, en vrai, je suis un peu gaulerie, ça peut être marrant. Je continue. Au lycée, j'arrive et je fais une classe à côté, un cours à côté de théâtre où c'est de la commedia dell'arte. Donc là, c'est des personnages loufoques les uns plus que les autres. Donc il y a Harlequin, Pantalone, etc. et toute la troupe. Et je joue une personne de la haute société. Donc à ce moment-là, je voulais vraiment jouer une gueuse parce que ça me fait énormément rire et ils me font jouer une personne de la haute société. Tout ça en incluant du chant. Donc ils me obligent à chanter et à découvrir ma voix. Ah, t'as découvert le fait que tu aimais chanter à travers le théâtre ? Complètement. Ah, je savais pas ça. Le metteur en scène, il me voit arriver, j'ai une voix quand même un peu particulière. À ce moment-là, encore un peu plus rock. T'as essayé de te faire casser la voix là pour faire un effet ? Ouais, j'ai fait genre un peu plus rock, tu vois ce que je veux dire. En mode garou, quoi. Exactement. Et donc le Kemé me dit, le metteur en scène, je vais arrêter de l'appeler comme ça, mais le metteur en scène se met au premier rang et me dit, Jeanne, ça serait hyper drôle, chante. Mais devant tout le monde. Et je fais genre, hyper gênant. Mais et tu chantes quoi ?
Bella Ciao. À ce moment-là, il n'y a pas du tout eu la... Il n'y a pas du tout eu la... Comment on dit ? La folie autour de cette chanson Bella Ciao. Ah oui, parce qu'il n'y avait pas encore la Casa de Papel. Ah non, pas du tout. Mais ça te sort d'où de chanter Bella Ciao comme ça ? Parce que c'était une chanson, donc on l'a chantée en italien. Parce que c'était de la Commedia dell'arte et que Bella Ciao était une chanson assez connue pour la Commedia dell'arte. Ah mais c'est le metteur en scène qui t'a imposé ça ? Bien sûr. Ah oui, d'accord, je me suis dit, genre, toi, de toi-même, tu me dis, chante une chanson, ouais, Bella Ciao, comme ça. Non, genre. pas du tout. Mais donc, du coup, il me dit, vas-y, chante et tout, ça peut être hyper cool. Donc, je me mets et genre, vraiment, ma voix un peu en mode un peu conne, genre, je fais comme ça. Una mattina. Et genre, il m'a dit, trop cool et tout, mais chante et tout. Je continue. Il se met genre au 2e rang, il me dit, je t'entends pas. Je continue. Il me dit, plus dans le ventre, 4e rang, je t'entends pas. Il se met tout au fond de la salle, je me mets à hurler. Mais du ventre et tout. Et en vrai, tu savais déjà placer ta voix dans le ventre à ce moment-là ? Il m'a obligée à le faire, parce que sinon on m'entendait pas et c'était juste cassé comme voix. Donc en fait, à ce moment-là, il y a même pas une réflexion qui se fait de je veux placer ma voix dans le ventre. C'est juste qu'il me dit mets là ta voix dans le ventre. Et je me mets au bout de la salle si je t'entends pas et je te démarre. C'est pas vrai, mais... Non mais Jeanne a une sacrée tendance à penser que les gens vont la démarrer dès qu'elle fait pas bien un truc ou quoi. Capricorne be like. Parlons de signes astrologiques. Un autre jour. Mais donc à ce moment-là, j'étais en mode waouh, je fais mal les choses. J'ai même pas réfléchi. Ma voix s'est placée dans le ventre et j'ai juste chanté. Et c'était incroyable. On a beaucoup ri, mais c'était très cool. Il m'a dit t'as vraiment une voix de la rue. Il fait bon. Okay. Une voix de la rue. Et je te jure, vite ma mère me dit ça et je fais genre ok. Du coup, je sais pas comment le prendre et à chaque fois, il me faisait chanter en solo en me disant Locas la vida, Locas la vida. Vraiment, j'étais là bon, ok, je vais continuer avec ma voix et tout, c'était drôle. Et après les cours, après le lycée, donc j'arrête donc ce cours-là et je vais à Brest faire langue étrangère appliquée pour faire plaisir à toute la famille et pour faire plaisir à tout le monde pour ne pas faire du cinéma. Au bout de 2 ans, donc Erasmus, très belles années quand même, le Covid arrive et je me dis là c'est une catastrophe, je déteste ce que je fais, genre déjà depuis le début je déteste les cours, c'est vraiment pas possible pour moi. Et genre là, on m'oblige à faire personne m'a obligée, mais genre là, je me sentais obligée de faire LEA. Donc je me suis dit non, c'est une catastrophe. Je dis ça à mes darons, qui ont toujours été très à fond avec moi derrière tous mes projets, peu importe les plus loufoques qu'ils puissent être, étant donné qu'ils ont dit quand même ok pour sculptrice de fromage, c'est quand même qu'ils sont à fond derrière moi, peu importe. Oui, c'est vrai qu'on a quand même la chance, même si ça n'a pas toujours été simple, d'avoir des parents qui nous soutiennent. Parce que c'est pas le cas de certaines personnes nous on a des amis, on a eu des échos où genre leurs parents vraiment sont pas forcément d'accord parce que c'est un métier quand même très particulier, c'est très précaire, surtout il y a les gens même je pense dans l'imaginaire collectif savent qu'il y a il y a très peu d'élus qui... Le mot élu vient de me faire rire. Ouais, je comprends, mais moi on me l'a souvent dit, c'est qu'il y a quand même peu d'élus pour ce métier. Il y a quand même une inquiétude de la part des parents, mais on a la chance, nous, d'avoir des parents qui nous ont soutenus dès le début. Oui, qui nous ont pas envoyé bouler complètement quand on leur a parlé de ce projet-là, parce qu'ils savent en fait que c'est très important pour nous et ils ont ce recul de se dire voilà comment on va accompagner nos enfants à travers ce chemin très sinueux qu'elles ont choisi d'emprunter. Donc ouais, la chance du coup me sourit puisque mes parents m'aident énormément à ce moment-là. Ils m'aident à faire des lettres de motivation pour des écoles. À ce moment-là, je voulais faire ingé son ou comédienne. Et ils me soutenaient plus dans la partie ingé son qui était pour eux qui paraissait plus professionnelle, quitte à me réorienter derrière en comédienne, mais avoir un bagage déjà d'ingé son. Donc je postule à des écoles. Personne ne me prend. Je suis recalée de partout, que ce soit... partout. Et en fait, il y a quelques années avant, on était avec ma mère, donc déjà elle me soutenait déjà en première et terminale, et mon père pareil, m'avait emmenée dans un endroit à Paris où en gros c'était une espèce de grand forum avec tous les métiers, toutes les écoles, avec les métiers de comédien ou tous les métiers de musique, tout en rapport avec ça, qui savaient que c'était des milieux qui m'intéressaient énormément. Et j'avais mis mes mails partout. Et une école à ce moment-là où je me fais têche de partout, on était en juin, je devais déjà valider pour savoir si je continuais ma L3 ou pas. Le bruit est sinistre, vraiment le bruit de mon micro. Et en gros, je reçois un mail d'une école, donc Courpeyron-Lacroix, où ils disaient les auditions sont dans genre 2 semaines, postule maintenant. Et ce mail, tu le reçois à quel moment ? En juin. En juin, au moment où tu t'es fait recal. Je me suis fait têche de tout part.
Vraiment, je suis là toute seule comme une vieille folle, en mode dans mon lit, en mode limite en train de chialer. Enfin, je faisais la fête quand même à côté parce que c'était le déconfinement, mais j'étais en train de me dire, bon, bah, je vais faire L3 à Brest. Flemme de con, genre. J'étais là, waouh, horrible. Et d'un seul coup, je vois ce mail, je me dis, bon, ok, why not? J'y vais. Donc, je rencontre Eve à l'audition, bah, à ce moment-là, bon, on se rencontre, quoi, juste on se voit. Et je suis prise. Donc, hilarant. Et je dis ça à mes parents et ils me disent, bah, ce serait bien quand même que tu continues à l'EA, c'est le parcours que tu as commencé. C'est vrai qu'il y avait ce projet-là, toi, derrière aussi. Exactement, sauf qu'en fait, à ce moment-là, j'ai pas postulé à temps. Donc mes parents m'ont dit, bon, ok, relou, tu fais juste une année de pause où tu fais que du théâtre, mais l'année prochaine, tu postules à Nanterre ou n'importe où pour continuer ta LEA. Je dis, ok. Donc, dans ma tête, je n'ai jamais continué la LEA, mais j'ai dit, d'accord, ok, je fais une année de pause. Genre. Et donc là a commencé 3 ans de cours. Et là maintenant, je suis professeure de théâtre pour les adultes. Je suis dans une troupe à côté qui est une classe qui crée en gros une troupe pour jouer. Et on a joué toutes les deux, je dis on, mais on a joué toutes les deux dans des courts-métrages étudiants. On a réalisé nos courts-métrages. On en parlera juste après de notre collaboration artistique. Exactement. Mais et on a fait pas mal de trucs quand même. Voilà, depuis, même si on gagne pas d'argent forcément, on a continué quand même. On continue dans ce métier, on s'accroche et on kiffe quand même. Je pense que c'est aussi un peu l'objectif de ces podcasts, c'est toujours continuer à être dans une forme d'expression. Bah ouais, mais surtout que la parole est quand même une expression. Enfin, on passe notre temps. En fait, je pense que c'est de là aussi que découle le truc, c'est que on passe notre temps à parler de ce métier en permanence, donc toutes les deux, parce qu'on est toujours fourrés ensemble. On passe notre temps à parler de ce métier, à en parler à tous nos amis. On a 15 000 discussions et j'écoute énormément de podcasts, je suis très consommatrice. Et je me dis, attends, pourquoi toutes ces discussions, je les trouve hyper intéressantes. Genre, imagine, il y a des gens qui sont dans le même cas que nous, genre, pourquoi s'ils n'entendent pas ça, ou même pourquoi des gens, tout court, ne voudraient pas genre, découvrir un peu ce métier. Genre, je sais pas, je le trouve hyper intéressant et je le trouve tellement unique que je me suis dit, allez, viens, on fait. Et on est là, grâce à aujourd'hui. Exactement. Et mais c'est vrai que toi, parce que quand on était en deuxième année, parce que pour la petite histoire, moi j'avais pas le choix, ça faisait partie du contrat avec mes parents que je devais continuer mes études, donc il n'y a même pas eu la question qui se posait de d'un coup arrêter ma licence d'anglais. C'était juste, fallait que je fasse les deux en même temps. Donc ça a été un peu dur pendant 2 ans parce que du coup j'avais commencé déjà la fac, donc il me restait encore 2 ans à faire. Donc j'ai fini ma licence d'anglais à la Sorbonne en parallèle des cours. Mais je me souviens qu'en deuxième année, toi de théâtre, tu t'étais réinscrite à la fac, t'avais réussi. Je m'étais réinscrite, j'avais imprimé mes cours, j'avais fait tout bien. Et je n'ai jamais lu une seule page de ces cours-là. J'ai mis du fluo sur les premières lignes et j'ai fait « Ah non, mais en fait, j'ai un texte à apprendre pour demain. » Donc j'ai arrêté avec cette phrase de « J'ai un texte à apprendre pour demain » que bien sûr, je n'apprenais pas parce que j'ai du mal à apprendre mes textes. Mais que du coup, j'ai arrêté, j'ai pas du tout continué la fac à côté. Et j'ai lâché complètement ce projet et que je continuerai jamais puisque ça ne m'intéresse pas et que je déteste ça. Tout simplement. Bah, c'est vrai que la fac, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Quand je suis arrivée à l'université, moi j'ai toujours été assez scolaire, donc c'était pas non plus trop difficile. J'ai la chance d'avoir des facilités, je pense que c'est pour ça que j'ai pu faire les deux aussi en même temps. Non pas sans y laisser ma santé mentale. Je pense qu'il y a des gens qui sont capables de faire plein de choses en même temps, mais comme moi, la fac, ça m'intéressait évidemment parce que je pense que quand on est comédien, comédienne, quand on est artiste, on a une grande curiosité sur le monde, donc évidemment que mes cours m'intéressaient d'apprendre plus sur la littérature anglaise ou sur la civilisation, c'était hyper enrichissant, mais c'est juste que comme c'est pas ce que je voulais faire directement et que c'était très théorique, c'était vachement difficile d'allier les deux en même temps, de mener un peu cette double vie. Mais je regrette pas du tout de l'avoir fait aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque j'avais vraiment du mal et de plus en plus mon stress augmentait plus les années passaient dans l'envie de... Parce que c'est difficile... moi je sais que j'arrive pas à m'investir à moitié dans ce que je fais. Et du coup, je voulais être à fond dans le théâtre et être à fond à la fac en même temps. Et je pouvais pas vraiment parce que je pouvais pas consacrer tout mon temps à mes cours à la fac et je pouvais pas consacrer tout mon temps
au théâtre. Donc il y avait une énorme frustration. Après, ça s'est arrêté. Mes parents ont compris que je poursuivrais pas le master, même si c'était ce qu'ils espéraient. Mais franchement, je m'en sentais pas du tout capable à ce moment-là. J'étais trop épuisée d'avoir voulu tout tenir en même temps. Donc voilà. Et donc, avec félicitations quand même d'avoir tenu. Ouais, parce ouais. que ça. Mais c'est vrai que affaire, c'était particulier parce que j'étais une des seules dans ma classe de théâtre. Enfin, on a tous des âges hyper différents. Je pense que ça allait. La moyenne d'âge, elle allait de 18 quand on a commencé à genre 30 et quelques, 30, je ouais, crois, 30. Parce que David, dans Ouais. mes souvenirs, avait... Donc il y en avait qui avaient déjà fait des études avant, qui avaient déjà un travail. Où il y en avait qui commençaient directement par ça comme étude. Mais c'est vrai que c'était difficile des fois de me dire bon, bah non, là je peux pas parce que je dois travailler pour la fac, passer des week-ends entiers à rédiger des exposés, des dissertations. C'est surtout que, en fait, du coup, avec Jeanne, on s'est rencontrés à l'audition. Mais après, on s'est surtout rencontrés à la rentrée. Et donc, on est en octobre 2020. Les cours commencent et il s'est passé un truc assez magique avec notre promotion où on était tous tellement différents. On était tous tellement différents je sais pas, énergétiquement, il s'est passé quelque chose de très très fort entre nous. On a été liés très rapidement. Je pense que c'est aussi comme la période. famille. Exactement. Et je pense que c'est aussi la période qui le voulait. Parce que octobre 2020, donc le Covid est passé, mais il y a encore beaucoup de restrictions. On ne peut pas sortir comme on veut. Beaucoup aussi commencent tout juste à arriver sur Paris. Donc on se fait finalement tous amis ensemble parce que il y en a plein qui ont déjà des amis sur Paris ou qui ont déjà des connaissances, mais il y en a aussi plein. Donc déjà, on les découvre grâce à eux, leurs amis, les amis d'amis, etc. Mais on a aussi, du coup, pour beaucoup, pas obligé, mais les personnes quand on a envie de sortir ou quand on a envie de bouger de chez nous, parce qu'on n'a pas toujours envie d'être enfermé, comme l'obligé un peu le confinement. Mais c'est les seules personnes qu'on connaît vraiment à Paris. Du coup, c'était nous. Et c'était nous entre nous entre nous en permanence. Donc du coup, c'était vraiment une famille qui s'est créée à ce moment-là et c'était trop beau comme histoire. Enfin, elle est trop belle cette histoire, je trouve. Ouais, mais c'est surtout aussi ce côté. C'était une époque où on pouvait pas trop rencontrer des gens facilement. Le monde s'était arrêté, les gens ne travaillaient plus. Enfin, et il y avait quelque chose d'hyper particulier. Et en fait, quand on a commencé, je pense à peine un mois après la rentrée à l'école, on nous annonce le deuxième confinement. Et là, ça fait à peine un mois qu'on se connaît tous et on se dit, venez, on se confine ensemble. Donc on est partis à 8 en Bourgogne dans la maison d'un de nos camarades. Et c'est là vraiment qu'on est devenus amis avec Jeanne, parce qu'on vivait ensemble, mais c'était n'importe quoi. Ça chantait tous les jours, on faisait des impros ensemble, on voulait écrire une genre de sitcom où on avait posé nos iPhones à différents points. Dans un lieu qu'on avait défini comme être le lieu de tournage. Et alors, pendant la journée... Il y avait des gens qui faisaient des décors, il y avait des gens qui écrivaient. Enfin, il y avait les gens qui écrivaient, quoi. Et après, on jouait tous ensemble le soir. Et Eve, elle essayait d'organiser tout ça parce qu'elle devait bosser ses cours en même temps. Donc, elle était un peu la gérante de l'organisation, de qui faisait quoi. C'était tellement drôle. Je maquillais quand même. Hein. Ouais, tu maquillais. J'étais maquilleuse, hein. Même. Mais c'était drôle, on n'en a jamais rien fait de ce truc-là, mais... Hilarant qu'on en fasse quelque chose maintenant. Edgar, si tu nous entends. mais voilà, donc on s'est vraiment tous découverts et on a été très 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 proches. Et donc avec Jeanne, on a vécu ensemble pendant un mois parce qu'en fait, au bout de 2 semaines, notre directeur, donc on était confinés ensemble, au bout de 2 semaines, notre directeur, il nous appelle et il nous dit finalement, on va pouvoir reprendre les cours, alors qu'on pensait être parti pour un mois. Et donc, on rentre tous à Paris au bout de 2 semaines. Et avec Jeanne, on n'avait pas envie de se séparer maintenant. Et donc, la mère de a accueilli dans son appartement où on est resté pendant 2 semaines. Et c'était très, très, très drôle. Et avec Jeanne, on a très peu travaillé ensemble. Les 2 premières années, les 2 premières années, on a très peu travaillé ensemble. On est quand même toujours fourrés ensemble parce qu'une belle amitié quand même a commencé à se créer. Mais jamais artistiquement, on collaborait pas du tout. Moi, j'ai beaucoup joué avec mes amis, par exemple. Moi, avec un peu tout le monde en vrai. Ouais. J'ai tourné. Ouais, toi, t'as bien tourné. Et après, j'ai... Cette phrase de con. Et après, avec aussi. Et c'est en 3e année
où Jade me dit ce serait cool qu'on fasse un court-métrage pour le Nikon Film Festival. Donc c'est un festival de courts-métrages qui a pris beaucoup d'ampleur ces derniers temps, où il y a plus de 2500 courts-métrages participants. Et chaque année, en fait, ils donnent un thème et il y a une contrainte qui est que le court-métrage doit durer 2 minutes 20 et qui doit avoir un lien avec ce thème. Et donc cette année-là, le thème, c'était le numéro 13. Et Jeanne me dit ouais, j'aimerais bien qu'on écrive un court-métrage. Donc on se lance dans l'écriture. Il faut savoir que vraiment, on n'avait aucune base. Il faut sachez qu'on n'avait aucune base en cinéma, vraiment rien. On n'y connaissait absolument rien parce qu'on a toutes les deux dans notre formation, comme on vous l'a dit, fait du théâtre. Et donc très peu de cinéma. On en entendait parler, on a fait la figuration dans des énormes productions, mais à notre petite échelle, on ne savait pas comment débuter. On avait une caméra et un iPhone pour faire le son. Donc... Ah waouh. Et donc on décide de faire ce projet. Notre scénario, il ressemble à rien à ce à quoi un scénario doit ressembler. Et on commence. Ne critiquons pas trop parce que ça reste notre premier enfant. Oui, mais c'est vrai que tout était très bordélique. C'est chaotique. La préparation, en fait, on pensait qu'on faisait bien, mais avec le recul maintenant, on sait que non. Mais on a essayé et en vrai, on était très très fiers de ce qu'on avait fait et on a adoré collaborer ensemble. Et de là est né Les Crocs. Donc cette envie de faire des projets. Les Crocs, qui est un mélange entre Leclerc et Favero, qui sont nos deux noms de famille, qui a donné Les Crocs. Voilà. Et beaucoup d'amis s'amusent, Edgar, si tu nous entends encore une fois, à nous appeler Les Crocs ou Les Croxinettes. Mais c'est aussi Les Crocs, c'est un mélange de noms de famille, mais c'est aussi un peu avoir les crocs, avoir la dalle, l'envie de faire les choses, quelque chose d'un peu sauvage. C'est un peu notre mojo qui résume un peu notre envie d'être dans le théâtre et dans le cinéma et de s'accrocher comme des lions ou crocodiles. Exactement. Et après ça, on a continué, on a refait l'année d'après des Nikon. Pour lesquels par contre on n'a pas écrit ensemble, mais on s'est soutenus l'une et l'autre. Exactement. Donc bienvenue à vous tous et toutes dans ce podcast. Merci d'écouter pour les personnes qui écoutent, c'est un petit bonheur. Merci beaucoup si vous nous écoutez. C'est le premier, donc c'est beaucoup de racontage de vie, on explique un peu tout, qui on est, tout ça, et notre rapport au théâtre qui vraiment fait partie intégrante de notre vie. Enfin, moi je pense que du coup on a commencé assez jeune. Moi je me suis toujours définie aussi à travers ça dans ma vie. Le théâtre, le cinéma, le jeu, c'est quelque chose qui est permanent, j'y pense tout le temps. Et donc voilà, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Et on se retrouve au prochain épisode pour parler de jeux. Petite surprise sur ce que ce sera. Ouais, moi j'ai une petite idée du prochain que je vais enregistrer, mais on verra. Est-ce qu'il y aura un guest ou est-ce que ce sera que nous deux ? Ce sera la surprise. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Des gros bisous. Des gros bisous, les croxinettes. Wow, c'est hilarant. C'est super. J'adore, on a un peu star quand même. On a d'aide, non ? Hi.